Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui commence avec les vidéos de la Primera Bachibac, et vidéos dans lesquelles on va réviser la matière qu'on a travaillée pendant toute la première année. Il s'agit maintenant de voir la première unité, d'accord? Là où on a commencé le premier trimestre d'apprimé, c'est-à-dire avec cette unité prologue, préambule, on a dit unité 0, les antécédents de notre monde moderne, révolution, constitution, libéralisme. C'est une unité très courte, en fait, vous allez voir, il s'agit tout simplement de réfléchir et travailler en particulier les concepts clés, les idées importantes qui doivent donc nous permettre avancer dans notre parcours de l'étude, de l'analyse des événements historiques importants qui sont liés, qui sont conséquences, pour le dire comme ça, de la Révolution française. Donc, ce sont des concepts qu'on va continuer à travailler jusqu'à la fin de la matière d'histoire à Sorbonne, soit en histoire de France, soit en histoire d'Espagne. D'accord, c'est parti. On a commencé le cours en parlant, en analysant ces tableaux. C'est un tableau que vous connaissez bien. En fait, on vient de le voir, on peut le voir au musée du Louvre. C'est Eugène Delacroix qui l'a créé. Et c'est un tableau qu'on a utilisé pour commencer à réfléchir autour de ces concepts, le grand concept qui inaugure l'histoire contemporaine de la France, mais aussi de l'Europe et on peut dire même du monde occidental quand même, qui est les mots révolution, d'accord? Les révolutions comme un processus historique, social, économique et politique qui signifie ou qui s'explique par le bouleversement de l'ordre social, politique, économique et tout ce qui est disponible dans le but d'arriver, d'atteindre des nouveaux objectifs qui normalement se traduisent par des changements de régime. En tout cas, on a utilisé ces tableaux pour représenter d'un point de vue bien évidemment romantique, donc idéaliser la question de la Révolution française, mais ces tableaux nous permettent en fait de travailler, voilà, un peu le caractère, l'observation, ce qui est nécessaire pour un étudiant qui commence un cours d'histoire. Donc je ne veux pas insister à analyser ces tableaux, mais c'est qu'on a tiré comme conclusion, je me rappelle l'année dernière, et que c'est un tableau qui est plein de messages politiques parce que la révolution elle est politique et donc elle propose des idées, une idéologie politique qui doit surmonter les idéologies ou les contextes précédents parlera de la régime et que en particulier ces tableaux, si bien ils représentent la Révolution française, c'est un tableau qui appartient à un contexte plus avancé, c'est-à-dire ce n'est pas un tableau qui représente la révolution de 1789, mais un autre processus révolutionnaire, celui de 1830, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses ou les journées des Trois Glorieuses, qui vont permettre la mise en place d'une nouvelle monarchie. D'accord? Donc on n'est pas en face d'un tableau qui représente un moment historique qui va inaugurer une république, par exemple, non? Ce qui est considéré très 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 français. Un tableau qui représente cette nouvelle hiérarchie ou une femme qui est une représentation libre, selon l'auteur, de la liberté, au chapeau phrygien qui représente la libération et qui porte un drapeau et un fusil en représentant la force de la volonté générale, mais aussi intéressant voir comme la pyramide qui est, on peut dire, qui explique la formule, la structure, la composition de l'œuvre selon ses personnages. Là, au top de la pyramide, où normalement on peut placer un roi, une monarchie, Dieu même, on y place un poignet, le poignet de la femme, de la liberté, qui porte un drapeau, qui est le drapeau qui représente la nation française. Donc, c'est la nation qui se trouve au top de la pyramide grâce à la Révolution. Et cette nation, on la voit représentée en fait dans les personnages de ce premier plan qui sont en fait des représentants des ouvrières, des paysans, des bourgeois, la jeunesse, voilà, etc. Donc en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir de ces tableaux qu'on a utilisés, j'insiste, comme voilà, comme tout simplement comme réchauffement pour commencer à discuter, à analyser et particulièrement l'idée que je vous ai partagée, je me souviens parce que je continue à la partager, l'importance de l'observation, d'accord? C'est-à-dire la capacité d'analyser ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on a en face, ce qu'on a devant de nous. C'est un peu le caractère historien et de l'historienne qui doit analyser critiquement tout ce qui est en face pour bien comprendre les processus historiques. Mais si on entre au détail,
Il faut dire que la Révolution française, c'est un processus historique qui explique les premiers pas vers le libéralisme politique et qui va avoir une influence brutale, énorme partout en Europe et même en Amérique. Euh, on peut dire que le premier document qu'en fait on a travaillé, c'est cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un texte qui est publié euh, on peut dire par la première assemblée qui sort des États généraux. On va parler plus tard dans la vidéo, je vais mettre un peu d'ordre dans ces processus. Mais en tout cas, je voudrais bien voilà, analyser les 3 premiers articles de cette déclaration, parce qu'à la fin, c'est dans cette déclaration qu'on voit la première matérialisation de la Révolution française. Les dates qui sont là, là, 1789-1795, font référence à que il n'y a eu pas ce, c'est-à-dire il y a plus d'une déclaration. D'accord, il y a en fait 3 ou 4, je me souviens plus maintenant, mais il y en a des différentes déclarations parce que en fait, ce sont des déclarations, ce sont des textes pré-légaux, on peut dire, ce ne sont pas des textes légaux par soi-même parce que ce ne sont pas des lois, mais la reconnaissance d'un cadre qui doit donc être profité par la loi qui va venir après, on dira la Constitution, mais en tout cas, selon l'idéologie dominante, selon l'équilibre de forces qui existe dans une période ou une autre dans ce cas de la Révolution française, la déclaration, elle prend une allure ou une autre, d'accord? Donc, c'est un texte légal. Le libéralisme garantit, veut dire la liberté politique par soi-même et des consciences idéologiques, et donc les textes obéissent aussi à cette liberté. Et la politique devient un terrain de combat des idées politiques. D'accord? Alors, comme je disais tout à l'heure, je vous parle de 3 articles. Le premier, l'article très reconnu et très célèbre, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Là, je me rappelle qu'on a discuté largement cet article en cours. Voilà, on peut dire la déclaration de liberté essentielle, c'est-à-dire il n'y a pas une différence ajoutée au fait de naître. En tout cas, tous les hommes, dire tous les êtres humains, si bien la femme ne pas citée ici, cet homme fait référence à l'humanité, mais c'est vrai que la femme, elle ne jouira pas le même droit que l'homme, même après ces processus historiques. C'est une question qu'il faut travailler à part, on peut dire. Mais en tout cas, la liberté est garantie par le seul fait d'être né. C'est la seule condition d'être libre et la naissance. Ce qui fait que tous les êtres soient égaux et donc qu'il ne peut pas avoir des distinctions sociales. D'accord. Ce qui explique que la différence, la distinction sociale, donc la ségrégation ou certaines inégalités ou des situations différentes entre les membres d'une société, c'est l'utilité commune, c'est-à-dire une sorte d'idée du bien commun. S'il y a quelqu'un qui doit protéger le bien commun, la nation, ils peuvent profiter des distinctions sociales. Je pense par exemple à l'autorité d'un professeur, je pense par exemple à l'autorité aussi et à l'usage légitime de la violence d'un policier, d'un soldat, qui sont considérés d'ailleurs, au-delà des idéologies et des pensées plus profondes, utiles pour la société. Donc voilà, la distinction sociale, elle peut exister, mais elle ne peut exister que dans ces cas. Le reste, c'est le torrent de la liberté. Tous les hommes sont nés égaux en droit. Et ce premier article est très lié au deuxième article, en fait, qui parle de comment la société est-elle organisée. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. C'est-à-dire, l'article 2 dit que les sociétés s'organisent politiquement pour garantir la conservation, la protection des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est-à-dire, s'il y a un objet, s'il y a un objectif qu'on peut réclamer, qu'on peut demander à toute organisation politique, et même sa nature, elle s'explique par la protection, la défense, la conservation de ce droit. Et ces droits, c'est la première déclaration, celle de 1789,
Et c'est l'Assemblée qui sort des États généraux, qui va établir ses principes pour commencer à négocier, à travailler l'évolution de l'État libéral, pour le dire comme ça, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est-à-dire des droits qui sont considérés primaires, essentiels, basiques, pour le dire comme ça, à partir desquels doit se construire la vie en commun. D'accord? Intéressant l'usage de la résistance à l'oppression parce que c'est une manière en fait de légitimer la même assemblée qui est en train de rédiger ces textes parce qu'il s'agit d'un acte de résistance en fait, de résistance. Et si on regarde l'article 3, c'est l'article qui en fait établit le pouvoir que le pouvoir est de la nation. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. C'est-à-dire, toute forme de pouvoir, toute forme de souveraineté, d'autorité réside en fait à son origine à la nation, et pour cela, toute forme d'expression de cette force, de cette autorité doit émaner, doit sortir, doit naître directement et on peut dire à partir de sa connaissance aussi et de son contrôle de la nation, qui doit donc se réunir dans des assemblées pour assurer cet exercice de l'autorité. Donc en fait, ces trois articles, qui sont des articles, j'expliquais très vitement, bien évidemment, ces articles peuvent être objets de débats plus profonds et des discussions, mais je suis obligé à synthétiser pour tout simplement vous dire que ce texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est en fait un premier texte qui illustre la nécessité d'établir des nouveaux principes, d'encadrer légalement, mais aussi moral et éthiquement, un nouveau système qui doit donc prendre une distance évidente avec les systèmes précédents, qu'on peut dire celui de l'Ancien Régime, des rapports de servitude, le régime féodal, etc. Si bien c'est un régime le régime féodal, l'Ancien Régime, qui s'exprime déjà, qui souffre sa propre évolution, bien évidemment, mais il n'a pas expérimenté une rupture comme celle qui a été proposée par l'Assemblée qui sort des États généraux, la toute première Assemblée constituante, et qui en fait va rédiger et faire publier cette déclaration pour établir les principes, les quatre à partir desquels les nouveaux régimes doivent être bâtis. Voilà, c'est un peu ça, d'accord, ce que je voulais vous raconter. Donc, on peut se dire, non, une question qui est importante qu'on a travaillé aussi en cours pour finir de lire un peu après tout ce qu'on a discuté, en quoi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc la première, est la matérialisation de la Révolution française. C'est-à-dire, bon, la Révolution française, c'est un processus long et complexe, mais il a on peut dire, pour commencer à les traduire à la réalité, on utilise ces verbes là maintenant de matérialiser, comment c'est traduit à la vérité, à la réalité, cette révolution française. C'est à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi? Parce que la déclaration est la base à partir de laquelle on pourra bien établir des nouveaux principes de cohabitation, d'organisation sociale, politique, même économique. D'accord? Si bien, ce sera un objet de discussion, de débat et parfois des désaccords qui vont provoquer des nouveaux conflits, bien évidemment, les conflits qu'on verra s'allonger tout au long de système, des années de l'acception du libéralisme, et qu'on peut dire même continue aujourd'hui. Parce qu'on est dans un système, on peut dire, libéral, qui se base à cette idée libérale. Une référence, je parlais tout à l'heure, non, comme le premier article parle seulement des droits de l'homme, où la liberté appartient à l'homme qui est né en liberté, etc. C'est vrai qu'il y a des expériences très intéressantes déjà dans le contexte de la Révolution française, comme qui on peut dire, réclame l'existence et la nécessité de déclarer la femme aussi comme un sujet citoyen, comme un sujet qui a ses droits, et donc c'est en fait Olympe de Gouges, aristocrate, révolutionnaire, guillotiné en 1793, il faut le dire aussi, qui a fait publier cette déclaration, qui est en fait une sorte de traduction féminine de la déclaration
de la toute première déclaration. Par exemple, le premier article, la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Il y a pas un changement idéologique et structurel, c'est tout simplement, c'est qu'on introduit, on fait voir en même temps qu'on introduit la nécessité de garantir aussi ces droits pour la femme. C'est pour cela en fait qu'on juge Olympe de Gouges comme l'une des premières femmes reconnues ou connues, parce que bien sûr il y en a eu d'autres qui n'ont pas laissé des traces physiques, mais la première femme qui laisse, on peut dire, une trace évidente de ce combat dit féministe pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. D'accord? Alors, on arrive déjà donc à 6 points, à ces moments voilà, d'avoir besoin de distinguer un peu les différents concepts qui vont nous permettre de mieux comprendre ce que c'est la Révolution française et répondre, on peut dire, à la question qu'on vient de se poser, en quoi la déclaration est une matérialisation de la Révolution française. Donc, pour faire cela, je propose ici une carte mentale, un schéma qui est un peu vivant en fait, et qui doit donc parcourir à travers 3 grands concepts, 3 grands processus historiques, le chemin de l'Ancien Régime, c'est là qu'on va commencer, jusqu'au libéralisme, d'accord? Donc on peut dire, pour résumer de façon très très vite, que l'Ancien Régime, je établis des caractéristiques propres de l'Ancien Régime, est marqué par l'absolutisme, c'est-à-dire le monopole de la force, c'est le régime politique. En fait, la manière de gérer le pouvoir politique s'explique par l'absolutisme, c'est-à-dire le contrôle de la force de l'autorité par une seule figure, ou un groupe très réduit de personnes qui forment une élite évidente, c'est normalement le roi absolu. Tout cela s'explique aussi par une sorte de centralisation, c'est-à-dire le pouvoir, il n'a pas besoin de s'exprimer sur le territoire, ce qui donne un peu de liberté, on peut dire, mais c'est que le pouvoir il est concentré dans un seul point, normalement éloigné des villes. À ce moment-là, en fait, il y a un conflit entre Paris, dans les cas français, et le roi, qui réside à Versailles. Et ce qui fait en fait de l'Ancien Régime un régime plutôt dominé par la ruralité, c'est-à-dire par la non-concentration urbaine, mais une tendance différente qui va changer bien évidemment avec la Révolution française et notamment avec la domination du capitalisme et de la Révolution industrielle qui va urbaniser la vie sociale, pour le dire comme ça et rapidement. L'Ancien Régime il s'explique aussi par la hiérarchie, c'est-à-dire par l'établissement d'un ordre social très clair, très évident, qui s'explique en fait par ces concepts de hiérarchie, d'accord? La hiérarchie, l'ordre bien structuré, à chacun selon sa place, et vous allez, vous restez là. Cet immobilisme social, c'est aussi une forme de contrôler les pouvoirs et exercer le pouvoir politique, d'accord? Il n'y a pas vraiment de possibilité ou presque nulle possibilité de se bouger, donc de monter ou on peut descendre, j'imagine. Je suis pas un expert à ça, mais voilà, la hiérarchie, elle est très claire. Cette hiérarchie établit que la société elle est organisée par des ordres sociaux. D'accord, c'est l'ordre social. Vous êtes né paysan, vous allez mourir paysan. Et il faut honorer cette situation parce que elle est considérée normale, désirable, parce qu'elle appartient à une idée concrète de hiérarchie sociale qui obéit aussi à une structure sociale dominée par la pyramide typique qu'on a travaillé avant peut-être, qui explique le pouvoir absolu concentré du roi et l'aristocratie. Et puis il y a un élément très intéressant en fait qui est l'élément du droit qui fait possible cette structure hiérarchisée, la concentration du pouvoir et même la centralisation, qui est le privilège. Le privilège comme un droit, mais qui est un droit exclusif, donc qui marque l'exclusivité. Un privilège, c'est un droit, mais qui n'appartient pas à tout le monde. En fait, si vous avez déjà peut-être vous êtes déjà rendu compte, mais le privilège est contraire à la déclaration. Mieux dit, la déclaration, elle essaie de casser avec cette idée de privilège. D'accord? La liberté, par exemple, est un privilège qui n'appartient pas à tout le monde pendant l'Ancien Régime. Le premier article de la déclaration, il établit que la liberté est une condition de la naissance pour les hommes. Donc, ce n'est plus un privilège. On peut alors discuter. C'est un privilège pour les hommes.
et pas pour les femmes. D'accord? Mais en tout cas, l'Ancien Régime s'explique par cette idée de privilège et d'exclusivité. Et c'est là, dans ce contexte, avec ces plans qui représentent l'Ancien Régime au niveau des grands concepts, la hiérarchie, les privilèges, l'absolutisme, la centralisation, qu'arrive la nécessité de rupture, en fait, d'accord? La révolution, elle s'explique donc comme un processus qui est la conséquence d'une rupture. Et là, les symboles, l'élément qui représente cette rupture, matériel même, on peut dire, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va nier de façon presque radicale tous les principes qui ont organisé l'Ancien Régime ou qui sont typiques, traditionnels, qui appartiennent aux coutumes, aux mœurs de l'Ancien Régime. Donc la déclaration, elle arrive pour casser les structures de l'Ancien Régime en proclamant de nouvelles idées, de nouvelles bases pour construire un nouveau monde. Ces nouveaux mondes, on ne les connaît pas. Il faut le débattre, il faut le construire, il faut les combattre. Donc c'est là qu'arrive la révolution en fait, comme un processus de changement radical, de transformation qui se base à la rupture. Une rupture qui est proposée dans les cas de la France par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord? Rupture qui donc est opérée contre les principes de l'Ancien Régime. Attention, cela ne veut pas dire que la Révolution a tout simplement effacé de l'histoire l'Ancien Régime. C'est que on peut dire que la Révolution, on peut la comprendre si on comprend la rupture qui signifie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les nouveaux principes qui sont établis dans cette déclaration. Et la Révolution par elle-même, on peut la caractériser de façon simple, je sais, mais c'est intéressant parce que ce sont les principes qui vont devenir les devises républicaines, même aujourd'hui de la France, liberté, égalité, fraternité, mais qui concentre chaque concept, concentre, on peut dire, je pense, une idée qui nous sert à expliquer cette rupture, d'accord? La liberté, l'égalité, la fraternité, comme les bases, les piliers, les axes autour desquels la révolution va tourner, va évoluer et va se construire. En fait, ce sont les axes aussi à partir desquels on peut dire la division idéologique chez les révolutionnaires commence à se manifester d'une façon importante entre la gauche, la droite, les centres, etc. Donc, ce sont des mots généraux, il faut le dire, un peu simplistes si vous voulez, mais ce sont des mots qui sont utiles pour comprendre et pour finir de établir ces principes de rupture qui est la déclaration par rapport à l'Ancien Régime et qui nous porte à la révolution. Mais la révolution, ce n'est pas la finalité en soi-même. La révolution, c'est un moyen, c'est un instrument, c'est un processus qui sert pour arriver au nouveau monde imaginé, avec toutes les difficultés, bien évidemment. Et ce nouveau monde, on peut dire, c'est le libéralisme. D'accord? C'est le libéralisme. Aussi dit de manière très générale. Si bien pour arriver à la révolution depuis l'Ancien Régime, on a opéré une rupture à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour transformer la révolution en quelque chose matériel, différente et réel. Il faut donc aussi proclamer un principe. Il ne s'agit pas d'opérer une rupture parce qu'on l'a déjà opéré, mais il s'agit de proclamer un principe qui est essentiel pour avancer vers la construction de l'État libéral et du libéralisme politique dans ces cas, qui est la souveraineté, le pouvoir. La souveraineté nationale, les pouvoirs de la nation, de l'ensemble des citoyens qui ont quelques droits et libertés garantis grâce à la rupture de la déclaration, pour le dire de façon simple. Cette souveraineté, elle ne peut pas s'exprimer par une déclaration, mais elle doit s'exprimer par une constitution, qui on peut dire l'évolution de la déclaration. C'est la matérialisation, la cristallisation des principes plutôt moraux, éthiques, proposés par la déclaration, mais qui se transforment en des lois, en cadre légal, donc en frontière de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, dans les processus de construction du libéralisme, de la révolution au libéralisme. Voilà. Donc le libéralisme, grâce à cette déclaration de la souveraineté et grâce à la Constitution, il va donc, on peut dire, s'expandir, il va s'expliquer par des différents concepts qui sont en fait des concepts
qui vont faire du libéralisme un projet, moi je dirais encore une évolution, d'accord? Ce n'est pas clair, ce qui c'est ce que c'est le libéralisme et si il est déjà terminé ou pas, ou il va encore continuer à évoluer. Mais en tout cas, j'ai choisi quelques concepts que je trouve importants pour comprendre ce que ça veut dire la souveraineté par rapport à la révolution et à la rupture contre l'ancien régime. Les droits, par exemple. Non, l'idée de loi naturelle, on parlera plus de privilèges, mais on parlera de loi naturelle, donc de loi par naissance, c'est qui change les structures sociales, politiques, juridiques de la société. La représentativité, d'où sortira les régimes démocratiques, aussi comme négation de l'absolutisme et du monopole de la force, plutôt que de la force, dans ces cas, de l'autorité politique et de la souveraineté à la fin. Et, et au lieu d'une hiérarchie, cela ne veut pas dire que sous le libéralisme ou les États libéraux, il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est vrai que la structure sociale, en gros, elle se transforme par une hiérarchie très marquée par l'ordre social, en une sorte de distinction sociale entre classes sociales en général, et au fur et à mesure que le libéralisme avance et embrasse aussi les idées de libéralisme économique, de mercantilisme, et plus tard l'industrialisation entre bourgeoisie et travailleurs, ouvrières. D'accord? Ce qui fait donc de la structure sociale, voilà, un terrain ou bien des combats politiques, ou bien des combats idéologiques, ou bien des négociations politiques, ou bien des négociations idéologiques. Mais en tout cas, la représentativité, les lois, non, les droits et la loi naturelle font tout cela possible. Ce qui était, on peut dire, impossible chez l'ancien régime. Et puis, d'autres éléments qui sortiront, le capitalisme qu'on peut lier directement à l'idée proposée par la révolution des libertés, le capitalisme comme idée de liberté économique totale, les socialismes en même temps sera une idée qui sortira de ses racines libérales, comme par exemple, donc qui se basera plutôt à l'idée d'égalité. On considère par exemple les Jacobins ou Robespierre, Saint-Just, Marat, avec ces idées d'économie politique, commencent à parler d'un premier socialisme, pour le dire comme ça, libéral et moderne. Il y a eu d'autres expériences considérées socialistes intérieurs, mais qui sont pas conscients d'être socialistes, vous comprenez. C'est là. Et finalement, voilà, les nationalismes, c'est peut-être lié à la fraternité, l'idée de appartenance à la nation qui crée des liens très forts avec un corps récemment créé qui est la nation. La nation, elle n'existe pas sous l'ancien régime, elle est née avec le libéralisme et grâce à la révolution. D'accord? Je mets en interrogation la fraternité parce que voilà, je pense que c'est un débat. C'est peut-être la fraternité, les concepts qui a été moins travaillés pendant de ces deux périodes-là, mais c'est intéressant voilà, de se poser des questions. D'accord. Mais bon, en tout cas, vous avez ici la carte mentale qui fait référence aux concepts clés. Alors, on va donc envisager déjà l'histoire plus particulière et pour le faire, nous allons voilà, visiter les différents processus de la Révolution française, en commençant en 1789, en faisant référence à quelques éléments un peu intérieurs, et puis nous allons donc voir la fin de ces processus, c'est ce qui n'est jamais fini, pour après parler de la restauration bourbonienne, voire des autres épisodes révolutionnaires qui se passeront en France. En particulier, c'est de 1830 qui va instaurer, qui va permettre l'installation de la monarchie de Juillet, d'une monarchie constitutionnelle, la monarchie de Louis-Philippe Ier, et encore 1848, février 48, encore un autre processus révolutionnaire qui installe cette fois-ci la deuxième République française. La première étant proclamée par la Convention nationale dans ces processus révolutionnaires de 1789. Donc voilà, cette image, voilà, qui représente l'évolution du blanc, couleur monarchique par excellence, couleur de Bourbon, qui, voilà, dans la tempête, évolue et avec des efforts de descend aussi au drapeau tricolore. Là, je pense que cette peinture, c'est bon, cette gravure, cette affiche, c'est voilà, c'est cette image. Et il appartient au premier empire, d'accord? Parce qu'il y a une aigle là qui me fait penser à celle-là. Mais bon, en tout cas, c'est une image métaphorique qui
sert de prétexte pour se demander la question importante. Pourquoi on va étudier les différents processus de la révolution? Parce que on veut répondre à la question. De quelle manière se concrétisent les changements proposés par la révolution de 1789? On a déjà vu une concrétion qui est celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est une concrétion qui sert comme généralité, comme élément de départ ou sujet de question de départ des futures discussions et différents processus historiques et politiques qui vont changer la réalité. Et c'est pour cela en fait qu'on va travailler un concept ici très important qui est celui de processus constituant. La prise de la Bastille comme, je dirais, l'épisode, bon, moi, tout le monde dit l'épisode qui va inaugurer les processus révolutionnaires en France. Eh bien, il est déjà commencé à Versailles, avec les serments du jeu de paume et la même déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais en tout cas, c'est un élément symbolique très fort, 14 juillet 1789, parce que la Bastille étant une prison au milieu de Paris, aujourd'hui à la place de la Bastille, et qui représente ces pouvoirs absolus, total, un peu arbitraires même de la monarchie de Louis XVI et donc de la maison royale qui réside à Versailles et le peuple qui va l'abattre. Aussi parce que c'est un dépôt d'armes, il y a des prisonniers politiques, il y a d'autres troupes qui sont importants pour la ville. En tout cas, la Bastille, elle sera prise, mais elle sera aussi détruite. D'accord. C'est qui est quand même un épisode qui va devenir très important, le jour national de la France, même aujourd'hui. Ok, on a pris la Bastille, c'est bien. On s'est séparé des États généraux, on proclame la liberté des droits naturels, mais après, quoi et comment faire? Comment va-t-elle évoluer? Et c'est là qui arrivent ces premiers concepts qui est très important, qui est le concept du processus révolutionnaire qui s'explique en fait par une idée, un concept, qui est l'idée de processus constituant. Alors, la période de la Révolution française, les processus révolutionnaires en France s'expliquent par ce concept qui est les processus constituants. Quand on parle des processus constituants, on peut dire que ce sont des processus d'épisodes historiques qui expliquent l'évolution de la monarchie absolue jusqu'à la République, proclamée en ces cas par la Convention nationale, mais plus tard à l'Empire. Les processus constituants n'est pas particulier de la Révolution française. C'est vrai qu'il s'agit d'une période où l'on va voir une effervescence de ces processus constituants, d'accord. Et toute création d'un régime, normalement, appartient à un processus constituant, d'accord. La création d'un gouvernement provisoire qui convoque des élections pour rédiger une nouvelle constitution, il s'agit d'un processus constituant. Ce qui en France se passera de différentes manières et c'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. En tout cas, quand on parle de processus constituant, on parle des assemblées, de débats et d'exécution des lois, donc qui se proclament souveraines, légitimes pour les faire régler, normativiser, encadrer légalement la société, où l'on cherche à avancer vers la légalisation et donc l'officialisation d'un nouveau régime. L'histoire de la Révolution française, elle est riche, complexe, et bien évidemment, je vous montre ici quelques idées générales qui doivent servir à bien comprendre l'évolution, les changements et les différents processus, d'accord? Voyons donc quels sont ces processus dont on va parler tout à l'heure. Le premier processus est celui d'où sortira la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, c'est l'Assemblée nationale constituante, d'accord? L'Assemblée qui sort des États généraux. Plus tard arrivera l'Assemblée législative, qui le sera sa place à la Convention nationale, première élection au suffrage universel masculin de l'histoire de la France, et moi je dirais de l'Europe, et peut-être du monde, je sais pas, de l'Europe en tout cas. 1795, 1799, le directoire, donc c'est un peu la débâcle ou la fin, le début de la fin du processus révolutionnaire, parce que 1799, coup d'État de Napoléon Bonaparte, proclamation du consulat, et encore le 1804, la création, la fondation, l'officialisation du Premier Empire de Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte qui devient Napoléon Ier. Jusqu'à l'an 15, au moment où aura lieu la défaite de Waterloo, qui finit avec ces processus, on peut dire, plutôt que fini, qui va l'enterrer.
d'accord, qui va l'enterrer, qui va la laisser là, se réchauffer un peu, enterrer, mais c'est un processus qui est si important qu'il ne sera jamais, on peut dire, vaincu, pour le dire comme ça, d'accord. En tout cas, je vais vous parler de ces processus révolutionnaires en France. Je vais commencer par l'Assemblée nationale constituante, d'accord? Quel est le contexte de cette Assemblée nationale constituante? Bon, c'est l'ancien régime et la crise. On dit que les 2 ans qui précèdent on peut dire l'appel aux États généraux et donc tous les processus révolutionnaires et même la prise de la Bastille, ce sont des années de crise sociale, économique très fortes dans les royaumes français. L'État est endetté, en particulier à cause de la guerre d'indépendance des États-Unis, et c'est un État qui n'a pas les moyens pour organiser l'économie d'une manière différente, c'est que c'est traduit en fait pour une augmentation des prix, par une augmentation de la misère généralisée, et si le prix du pain augmente, les gens qui ont presque rien à manger, qui ont très peu à manger, vont le souffrir, bien évidemment. Donc tout cela explique un contexte économique, social difficile que le roi et la monarchie, en août 1788, essaient de résoudre en convoquant les États généraux. D'accord. Les États généraux, c'est la réunion que le roi peut convoquer, en fait doit convoquer, mais il ne convoque jamais ou presque jamais. Mais cette fois-ci, étant donné la crise sociale et économique, il convoquera ces États généraux en mai-juin 1789. Et c'est dans les contextes de ces États généraux, cette réunion de différents représentants, pas par suffrage bien évidemment, mais des représentants des différents ordres sociaux de la société, sauf ceux qui sont soumis à la servitude, bien évidemment, seront donc convoqués par les rois. Et c'est là qu'il va demander de la collaboration, il va essayer de trouver une solution ensemble, mais bien évidemment, on voit que la monarchie n'a rien à faire, n'a rien à résoudre, et en fait, c'est l'occasion, le prétexte idéal pour se proclamer, on peut dire, assemblée constituante. Et le 20 juin 1789, donc au milieu des États généraux, les tiers-États et voilà, est une classe, on peut dire un groupe social, classe sociale, qui est considéré par l'ABCA, l'un des révolutionnaires les plus connus peut-être, comme le représentant de la société civile, de la bourgeoisie. Bon, en tout cas, c'est notamment la bourgeoisie urbaine ou l'aristocratie urbaine et la bourgeoisie urbaine, ces secteurs sociaux qui vont proclamer la séparation des États généraux. C'est un premier acte de sécession, vous voyez, d'indépendance, si vous voulez. On refuse de participer aux États généraux, mais dans sa place, on va proclamer une assemblée nationale souveraine qui sera constituante, d'accord. Et c'est là on fait au jeu de pommes, là où l'on jouait au jeu de pommes, et on fait le serment, ces tableaux de Jacques-Louis David qui est très connu, témoigne cet épisode, d'accord. Donc les tiers États, on peut dire les secteurs qui n'appartiennent pas au groupe privilégié par l'ancien régime, difficile à faire une définition de ce que c'est les tiers États. En fait, c'est la BCI qui dit c'est quoi les tiers États. Les tiers États, c'est tout. Donc, c'est difficile à définir ce qui est tout. Mais en tout cas, ce sont les secteurs non privilégiés par la monarchie absolue, par l'ancien régime ou pendant l'ancien régime, qui décident de se déclarer Assemblée nationale souveraine constituante pour rédiger une constitution pour la nation. Cela a lieu en juin 1789. Alors, quelles sont donc les caractéristiques les plus importantes de ces processus d'Assemblée nationale constituante? Il faut dire que il a été créé par les tiers-États, comme je viens de dire. On s'est proclamé Assemblée légitime et représentante de la nation. Donc, on déclare déjà une sorte de souveraineté nationale, un pouvoir, une autorité qui est utilisée pour rédiger une nouvelle constitution. Cette assemblée décrète l'abolition des droits féodaux, donc la servitude, les dîmes, les impôts qu'il faut payer. Voilà, donc les éléments qui sont caractéristiques de la société féodale sont quand même abolis ou attaqués par cette première Assemblée nationale constituante. Et c'est là qu'il a lieu, en août 1789, la publication de la toute première déclaration, qui signifie donc, on peut dire, la règle morale, éthique, politique, idéologique de ce qui va devenir après les processus révolutionnaires.
Il faut dire que l'Assemblée nationale constituante, elle a un fort caractère réformiste. Elle propose, dans les discussions qui vont avoir lieu dans cette Assemblée, des éléments comme l'égalité devant la loi, les impôts, donc éliminer les prestations sociales qui ne se font pas sur l'utilité commune, mais aussi, par exemple, d'octroyer la citoyenneté aux Juifs, d'accord, qui étaient considérés non citoyens à cause de sa religion. Et finalement, le projet qui en fait domine cette Assemblée nationale constituante, ce n'est pas les projets de République, non, parce qu'on a vraiment fait France, République, France, République. Au début du processus constituant, il faut dire, les députés de cette Assemblée nationale constituante cherchent à établir une monarchie constitutionnelle. D'accord. Et en fait, ils vont proposer la Constitution de 1791. C'est cette assemblée qui sort donc la déclaration et la Constitution de la première monarchie constitutionnelle de la France. Alors, il y a cependant des événements clés qui vont compliquer, bouleverser, renforcer les caractères révolutionnaires et de rupture de cette première assemblée, comme par exemple la prise de la Bastille, qui a lieu en juillet 1789, ou bien la fuite du roi à Varennes. D'accord. Le fait que le roi qui semble accepter la monarchie constitutionnelle proposée par l'Assemblée nationale constituante, le fait qu'il a fui est considéré comme une trahison, ce qui va en fait empêcher la mise en place finale de la monarchie constitutionnelle, ce qui explique en fait que le premier régime qui sortira renforcé de ce processus révolutionnaire soit la première République française proclamée sous la Convention nationale. On peut dire que malgré la fuite du roi, il y a une idée claire de ces députés de l'Assemblée nationale constituante de mettre en œuvre le régime monarchique constitutionnel qui doit sortir de la Constitution qui a été approuvée par cette Assemblée. Donc, pour les faire, il faut choisir une nouvelle Assemblée. C'est l'Assemblée législative qui est la responsable, qui doit être la responsable, parce que c'est le processus, on peut dire, les plus courts. Je ne sais pas si les moins importants, mais c'est vrai que c'est un peu un processus échoué parce qu'il a un objectif qui n'attendra jamais, qui est celui de installer, proclamer ou officialiser la monarchie constitutionnelle qui doit se baser à la Constitution. Donc, les caractéristiques de cette Assemblée législative, mettre en œuvre le régime monarchique constitutionnel établi dans la Constitution, consolider les nouvelles institutions et finir avec les processus révolutionnaires, c'est une idée qui est récurrente, donc qui est normale à ce moment-là. Ok, il y a déjà 3 ans, peut-être 4 ans, 3 ans, 4 ans qu'on est un processus révolutionnaire. Il faut trouver la normalité, réorganiser la société, établir de nouveaux principes, mais il faut les faire vite. On établit un suffrage masculin et censitaire, donc on réduit un peu les aspirations les plus extrêmes ou les plus exaltées, les plus révolutionnaires de certains qui proposent déjà la mise en place d'un suffrage universel masculin. Et on établit un principe qui sera en fait le principe de la discussion éternelle entre les partisans de la monarchie et les partisans d'une monarchie bien constitutionnelle ou plutôt républicaine, pour le dire comme ça, qui est la capacité de veto du roi. Selon l'Assemblée législative, la monarchie, elle doit se bâtir, la monarchie constitutionnelle, en garantissant le droit de veto du roi. C'est-à-dire, le roi peut empêcher la mise en place, l'exécution d'une loi qui a été approuvée par l'Assemblée s'il le veut, comme ça. D'accord? C'est un pouvoir spécial qui est donné au roi, sous prétexte d'une certaine stabilité ou, équilibre de pouvoir, etc. En tout cas, pendant l'Assemblée législative, il y a des événements très importants. Les guerres révolutionnaires commencent. La France donc se voit en guerre avec la plupart des monarchies européennes qui ont coalition, dans plusieurs coalitions qui vont tout évoluer tout au long de cette période, se battre contre la France révolutionnaire qui vient de renverser la monarchie absolue, qui attaque les principes de l'ancien régime et qui attaque donc aussi les principes de tous les anciens régimes de l'Europe. Donc l'Europe, elle s'est mis, les monarchies européennes, elles s'est mis d'accord pour bien travailler cela. Et il y a un épisode très important qu'on dit on peut dire la deuxième prise de la Bastille de la Révolution, pour le dire comme ça, parce que c'est un épisode qui va permettre l'enterrement de cette assemblée législative, qui ne réussit pas vraiment
à mettre en œuvre une monarchie constitutionnelle valable pour la plupart des révolutionnaires et donc de la population française à l'époque, qui est l'insurrection populaire qui a lieu en août 1792 à Paris. Elle est organisée contre l'Assemblée législative et contre les rois. En fait, l'idée de pouvoir des vétos est trop forte pour certains qui considèrent qu'il s'agit de déguiser la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle, mais avec les pouvoirs des vétos, il s'agit encore d'une monarchie absolue. Donc, les insurrectionnels, les insurgés, ils vont prendre le palais des Tuileries, qui est le palais où le roi, qui est venu de Versailles, réside, et aussi où l'Assemblée législative se réunit. En fait, la prise de Palais des Tuileries, un pays qui n'existe plus parce qu'il a été incendié, détruit pendant les temps de la Commune de Paris en 1871, signifie en fait la prise de ce Palais des Tuileries, signifie la fin de la monarchie constitutionnelle et le début d'une nouvelle période. Quelle est la nouvelle période qui commencera? C'est celui de la Convention nationale. Peut-être les processus les plus riches au niveau de débat politique, les plus excitants, les plus radicaux, où a lieu, c'est qu'on connaît tous, non, de la Révolution française, la terreur, etc. Mais en tout cas, c'est une période très importante parce que c'est au milieu de la Convention nationale qu'on va proclamer la première République française. Alors, quels sont quelques éléments du contexte avant d'entrer dans les caractéristiques qui sont très importants pour comprendre la mise en place de la Convention nationale. D'abord, Louis XVI a été fait prisonnier, il est suspendu comme roi, il est enfermé à la tour du Temple. D'accord, il est donc contrôlé par la nouvelle assemblée. Quelle assemblée? Une assemblée qui sortira d'élections au suffrage universel masculin, les toutes premières élections au suffrage universel masculin, qui ont lieu en septembre 1792, et qui laisse une assemblée constituante, la Convention nationale, très marquée par une gauche, ou très équilibrée par une gauche, première gauche, dit la montagne, les montagnards, et une droite plus conservatrice, les Girondins, et puis un centre qui bascule selon les intérêts et selon les débats entre les montagnards et les Girondins, d'accord, qui est le Marais, la Plaine, etc. En tout cas, cette convention nationale, elle va abolir la royauté, elle va proclamer la première République française, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est donc cette assemblée, la convention nationale, celle-ci, qui va proclamer effectivement la première République française et qui va avoir la tâche aussi de rédiger la toute première constitution républicaine de la France. C'est une période, il faut dire, très instable, avec beaucoup de relais au pouvoir, des changements de gouvernement, des différents processus révolutionnaires, etc., marqués par les conflits entre les différentes factions. Voire les Girondins, plutôt appuyés sur la bourgeoisie des Provences, plus modérés dans les mesures d'exception et révolutionnaires, et qui vont avoir les contrôles effectifs de la Convention, on peut dire, au début de cette Convention et à la fin de cette Convention. La Plaine, qui est un groupe un peu ambigu peut-être, mais qui s'ouvre à s'allier avec les uns ou les autres selon les nécessités du moment. Et puis les montagnards, qui représentent les plus radicaux, qui sont, on peut dire, les représentants de cinq couleurs de Paris, donc du peuple bas, qui sont en fait des partisans de mesures d'exception, qui comprennent que la révolution, elle doit tout transformer, tout changer pour qu'elle soit effective, au-delà des promouvoir son expression, sa fin, et accorder quelque chose qui soit bien, qui garantit un peu d'ici, un peu de là. Non, les montagnards sont donc on peut dire poussés à tout transformer, à tout changer. D'accord? On identifie déjà des éléments idéologiques modernes comme la gauche, les centres, la droite, etc. Pas etc. C'est ça, dans cet épisode historique. D'accord? Alors, quelques éléments clés qui se passent pendant la Convention nationale. D'abord, en janvier 1793, exécution à la guillotine de Louis Capet, c'est-à-dire Louis XVI, qui a perdu son nom de roi et qui est devenu un citoyen, les citoyens Louis Capet. Plus tard, les guerres civiles, la résistance ou la réaction contre les mesures d'exception de la Convention nationale provoquent des soulèvements
dans les territoires français, les plus importants, la guerre des Vendées ou la Chouannerie, d'accord, qui ont lieu des différentes insurrections royalistes, on dit, donc en faveur du roi, contre l'exécution du roi et contre la Première République, notamment menées, organisées par une aristocratie qui domine la ruralité depuis l'Ancien Régime, bien évidemment, et de paysans qui, voilà, croient que la Convention nationale et la République est en train de attenter contre les principes du monde créé par Dieu, bien structuré, hiérarchisé, de la tradition, et voilà. En tout cas, c'est un peu ça. Et finalement, c'est la Convention nationale, l'espace où les différents gouvernements révolutionnaires vont avoir lieu, ce qu'on appelle les tribunaux révolutionnaires, et la terreur, c'est-à-dire une série de périodes de persécution des uns contre les autres qui vont terminer par la guillotine normalement, et qui fait de cette période une période d'une intensité brutale, comme je pense qu'on n'a jamais vécu, peut-être sous la Seconde Guerre mondiale, je sais pas, mais en tout cas, un épisode vaste et intense de fort débat et révolutionnaire, d'accord? Voilà. Alors, un exemple de ces gouvernements révolutionnaires, c'est par exemple la loi du maximum général, une loi qui essaie de terminer avec la famine, c'est-à-dire une limitation des prix. Quand je vous ai parlé avant de l'économie politique, c'est ça en fait, c'est que l'économie, elle doit être dirigée par la politique et pas au contraire. La loi des suspects, le lever en masse, donc une organisation totale de la société qui envisage les guerres révolutionnaires, mais aussi la capacité d'arrêter quelqu'un pour le seul fait d'être un suspect. Ce sont des lois qui doivent, selon ces auteurs, garantir les contrôles et l'autorité d'un gouvernement au milieu d'une révolution et au milieu des guerres contre toute l'Europe, mais qui vont aussi en fait provoquer des attaques parfois personnalisées, parfois par des intérêts particuliers, et qui font cette période une période vraiment chaotique et voilà, et terrorifique en fait. Comme par exemple la loi des suspects, cet exemple dont je viens de vous parler, qui a été publié en 1793, d'accord? On va pas s'arrêter ici. Vous pouvez les lire si vous avez le temps, d'accord? Et voilà. Et finalement, en juillet 1794, ce qui marquera en fait la fin de la Convention nationale, les coups d'État contre Robespierre et contre les montagnards, qui signifie les débuts de la fin de cette période si radicale et révolutionnaire, et les débuts d'une nouvelle période, d'une nouvelle série des processus constituants qui, en fait, vont aboutir à la fin à la proclamation du Premier Empire. Et donc, on voit que le processus révolutionnaire, petit à petit, se concentre, et on passe de ce débat provoqué par les suffrages universels masculin, on passe à une concentration de pouvoir qui en fait sera exercée par un général, bon, par un militaire, Napoléon Bonaparte, qui va devenir plus tard, quelques années plus tard, 10 ans plus tard en fait, empereur des Français, Napoléon Ier. Voilà. Ce n'est pas facile de tout résumer si vite. Je suis désolé, je suis pas très vite, mais l'intention c'est de faire une seule vidéo pour cette partie-là. Les directoires, voilà, les directoires est caractérisé aussi par son contexte, bien évidemment. Je parle du coup d'État dont on vient de parler contre la convention montagnarde et les robespierristes, ses compagnons qui seront fait exécuter à la guillotine. C'est la fin du gouvernement révolutionnaire, et cela est en fait donne une force aux plus modérés, aux libéraux plus modérés, les propriétaires, ceux qui sont partisans d'une transition, d'un processus plus calme, plus tranquille, qui ne risque pas ces privilèges, parce qu'à la fin, si on les compare avec le sans-culotte, ils ont des privilèges. Donc, c'est un régime qui est dominé par les libéraux modérés et les propriétaires. Un régime, les directoires, qui est jugé inefficace et corrompu. D'accord? Donc, qui sert à des intérêts très particuliers, les intérêts d'une bourgeoisie fatiguée du processus révolutionnaire, qui prend les caractères révolutionnaires exemplifiés par les montagnards précédemment, et voilà.
Alors, en 1795, les directoires mettaient en place une nouvelle constitution qui est une constitution, on peut dire, qui est bien évidemment moins avancée que celle de la Première République française, dans le sens que, par exemple, si bien elle garantit la séparation des pouvoirs et l'établit des suffrages censitaires, encore une fois, rappelons-nous que la convention, elle se fait au suffrage universel masculin, et c'est une période qui est marquée par la poursuite des guerres révolutionnaires en Europe. Les militaires, donc, jouent à chaque fois de manière plus importante et plus évidente un rôle très important. D'accord. C'est une période aussi qui est marquée par la tentative de plusieurs coups d'État qui vont échouer. En fait, il faudra attendre les bons coups d'État qui aura lieu en 1799, fait par Napoléon Bonaparte, qui va triompher, en fait, qui va permettre de changer les régimes, les consulats, la préparation directe du Premier Empire français. Alors, si on parle des événements clés du directoire, il faut parler, voilà, c'est une période aussi qui est marquée par une série de victoires très importantes françaises en Europe et à partir de ces victoires, la création d'un réseau d'États satellites, on peut dire, qui seront les républiques sœurs, comme par exemple la République batave, la République ligurienne, la République cisalpine, la République helvétique, etc. Voilà les blasons de ces républiques. Euh, En tout cas, je vous parlais tout à l'heure comment il y a un coup d'État qui va finalement triompher dans ces régimes jugés inefficaces, corrompus et très conservateurs, modérés, basés aux propriétaires, à une bourgeoisie qui a des intérêts particuliers. C'est le 18 Brumaire de la 8, en fait le 9 novembre 1799, que Napoléon Bonaparte fait un coup d'État triomphal. Un général, Napoléon Bonaparte, qui est célébré par ses victoires, les victoires dont on parlait tout à l'heure, et qui est en fait considéré un héros des champs de bataille, c'est Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte fait un coup d'État pour dire ce régime, il faut le remplacer, et on va les remplacer par les consulats. C'est quoi les consulats? Les consulats, c'est déjà très loin de tout régime démocratique. C'est un régime autoritaire et militarisé qui a été en fait inauguré par les coups d'État triomphal de Napoléon Bonaparte et qui est fait en fait à sa mesure. Il est important de comprendre les caractères ou le contexte des guerres qui sert à justifier la nécessité d'un régime autoritaire et militarisé. La France, elle, risque son indépendance si elle ne remporte pas des victoires sur les champs de bataille. Donc, c'est évident que la priorité doit doit être l'initiative des militaires. Et si on a un militaire qui a démontré qu'il est un génie militaire, qui est un génie de la guerre, comme Napoléon Bonaparte, c'est lui qui doit prendre les contrôles, d'accord? Le bonapartisme s'est né en France, c'est un mouvement courant politique qui considère la figure de Napoléon Bonaparte comme une figure clé essentielle de la France moderne et qui existe même aujourd'hui, d'accord? Napoléon Bonaparte étant une figure assez difficile à juger parfois. Normalement, si on est en France, je ne veux pas la juger maintenant parce que je n'ai pas le temps ni l'envie. Alors, Napoléon Bonaparte et les consulats, il est en fait nommé premier consul. Les consulats est un régime qui s'organise à partir de 3 consuls, mais il est le premier consul. Déjà, dès le début de ce régime, il est le premier consul, donc la figure principale de ce régime est en fait nommé consul à vie en 1802. On prépare déjà la mise en place du Premier Empire. Alors, c'est vrai que Napoléon il profite de ces moments pour moderniser et proposer des structures d'État modernes. Les codes civils, la préfecture, la Banque de France, les francs, la monnaie, d'avant l'euro, les lycées, ce sont des structures d'État qui ont été proposées dans le but d'organiser cette nouvelle société parce que, observez, la France, elle a opéré une rupture contre l'ancien régime et contre ces structures qui sont pas beaucoup, il faut dire, ou qui appartiennent la plupart d'entre elles à des privilégiés. Mais qu'est-ce qui se passe si on ouvre la porte à toute la société française ou à une partie plus importante de la société française? Il faut créer des structures, des infrastructures, organiser la société d'un autre point de vue. Et c'est là que Napoléon profite de ses consulats, ses pouvoirs, les victoires militaires, sa popularité et les moments, on peut dire, dorés de la France de ces moments-là, au niveau des victoires militaires contre l'Europe, pour développer des structures qui existent encore aujourd'hui. D'accord.
C'est un régime, en fait, les consulats qui sert à affirmer le pouvoir total de Bonaparte sur le pays et qui prépare, en fait, la proclamation de l'Empire en 1804. Donc, Napoléon, il suit une carrière de général, de militaire victorieux, de sauveur du chaos révolutionnaire, mais aussi, on peut dire, d'assassin de la révolution, mais en même temps de protecteur des principes basiques comme les nouvelles structures qui seront créées, notamment pendant les consulats. Bon, voilà. Alors, les codes civils, c'est peut-être le texte légal le plus important qui sort de cette période napoléonienne parce que c'est à la base de nos codes civils d'aujourd'hui et c'est voilà l'ensemble de lois, de règles, de normes qui essaient d'organiser la vie, la cohabitation des Français et qui sera en fait exporté dans les territoires conquis par les armées napoléoniennes. D'accord? Les codes civils napoléoniens donc devient la base du droit commun, du droit civil des différents pays européens à ce moment-là. Après, bien évidemment, avec les rétablissements de monarchie, le code civil sera aboli, mais on va récupérer les codes civils comme élément du droit. Très important, c'est les lois romaines ou les codes romains et les codes civils français de Napoléon considéraient les bases voilà, du droit occidental, peut-être européen quand même. Euh, je vais passer là. Tout simplement, c'est que la question de l'Haïti, on la travaillera aussi. Donc, on va la récupérer. On l'a récupéré en fait à Sargon en parlant du processus de décolonisation et en fait de l'empire colonial français. Donc, je passe un peu vite par ça. Les tableaux de David où voilà qui représentent cette proclamation de l'empereur des Français, Napoléon Bonaparte, à Notre-Dame à Paris, d'accord. Intéressant choix de se faire couronner empereur à Notre-Dame, qui est considérée une église populaire, on peut dire, populaire de Paris. Et voilà, voyez un peu l'évolution de Napoléon Bonaparte, comment en fait, non, il met des efforts à projeter une image soit plus civile, soit plus des monarches, non, d'autorité royale française, sans couronne dorée, mais avec une couronne de laurier, d'accord, qui nous fait penser on peut dire à la tradition classique romaine des Césars, de dictateurs militaires qui sert au bien-être de la population à travers des victoires militaires et un gouvernement dur de fer. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, les premiers empires arrivent. Le premier empire, on peut dire, c'est un processus historique qui est marqué par la guerre en Europe, mais aussi on peut dire, un espace de temps en France où le pays va commencer à abandonner des structures liées à l'ancien régime, à une aristocratie rentière, une aristocratie liée à la figure du roi. Cette monarchie, elle tombe, elle n'existe plus, elle sera rétablie plus tard, mais elle ne pourra pas, on peut dire, revenir à la situation précédente de la Révolution française parce que la France de 1811 n'est plus la France de 1789. Et tous les processus historiques qu'on vient de concentrer dans cette vidéo en témoignent la véracité de cette affirmation, en fait. En tout cas, l'Empire s'explique aussi par la Grande Armée, c'est-à-dire la capacité d'organiser militairement la société française et de proposer une armée qui, en fait, va dominer militairement pas mal de temps en Europe. La France va dominer territorialement l'Europe pendant voilà, pas mal de temps. Et observer en fait cette image de 1812, comme direct ou indirectement, la France, elle peut contrôler, elle peut en fait créer ces sortes de blocus continental contre l'influence du Royaume-Uni, ce qui nous explique que la France, au niveau militaire, mais aussi au niveau diplomatique, elle peut imposer des conditions au reste des pays de l'Europe. D'accord. Il faudra donc attendre au Congrès de Vienne et à la bataille de Waterloo, à la défaite finale définitive de l'empereur et de son armée, pour retourner à la situation ou à révisiter la restauration monarchiste en France et en Europe aussi. D'accord. Voilà, Napoléon. Il faut dire, c'est intéressant, on a discuté en cours aussi, comment
ça dit pas seulement de vaincre avec les soldats, mais aussi avec des textes légaux comme les codes civils qui servent à voilà, réveiller les esprits opposants, qui sont déjà réveillés, il faut dire, hein, mais qui sert à voilà, justifier un certain soutien dans les populations locales qui reçoivent l'invasion française parfois comme un processus de libération, une opportunité de libération. Les cas, par exemple, des afrancesados en Espagne, qui voient l'opportunité de s'allier à Napoléon pour abattre les principes de l'ancien régime espagnol. D'accord. Voilà. Et finalement, la bataille de Waterloo, la défaite française de Waterloo, ça c'est une image de Waterloo aujourd'hui, commémoration de la bataille de Waterloo, de la victoire de Waterloo, ces rois pardon, ces lions qui représentent la monarchie, les rois, les pouvoirs souverains, qui posent, voilà, vous voyez la patte, non, sa main, je sais pas comment dire ça, sur un globe qui représente la Terre, ce que la monarchie domine encore une fois la Terre grâce à la bataille de Waterloo, donc grâce à la défaite contre Napoléon, qui est considérée la défaite contre la Révolution française, pour le dire comme ça, du point de vue des monarchies européennes. D'accord. Voici la date de la bataille de Waterloo, qui voilà donnera lieu en fait à l'organisation, à la réorganisation de l'Europe. On va aller voir dans la prochaine vidéo, qui va se baser à voir comment l'Europe va voilà essayer de retourner à l'ordre ancien, à l'ordre monarchique, faire voir que la Révolution française, elle n'a jamais passé parce qu'elle a été vaincue, et c'est l'œuvre du Congrès de Vienne, de monarchies européennes réunies pour restaurer l'ordre ancien, d'accord. Et voilà, là il y a une phrase que je trouvais très intéressante de Victor Hugo, qui parle beaucoup de cette période aux Misérables. Et je veux lire parce que je trouve que c'est une réflexion très intéressante, et après chacun peut la discuter. Waterloo, si l'on se place au point de vue culminant de la question, est intentionnellement une victoire contre-révolutionnaire. C'est l'Europe contre la France, c'est Pétersbourg, Berlin et Vienne contre Paris. C'est le status quo contre l'initiative, c'est le branle-bas des monarchies contre l'indomptable émeute française. Éteindre enfin ces vastes peuples en éruption depuis 26 ans, tel était le rêve. Waterloo porte en croupe le droit divin. Il est vrai que l'empire ayant été despotique, la royauté, par la réaction naturelle des choses, devait forcément être libérale au grand regret des vainqueurs. C'est-à-dire, Victor Hugo ouvre ici la porte à comprendre comment la Révolution française, elle a été vaincue, mais elle n'a pas été morte, parce que la monarchie, elle devra récupérer des éléments libéraux si elle veut continuer à justifier son autorité et son pouvoir. Et pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde entier. Et c'est là qu'on va laisser la vidéo, qui est déjà assez longue, je pense. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la question de la restauration bourbonienne, la révolution 1830, la monarchie de juillet, et finalement la révolution de février 48 pour, après une autre vidéo, parler de la Deuxième République française et les Second Empires. Ciao, ciao!